à venir nous rejoindre. Alors après avoir parlé de l'histoire du réseau d'émissions locales, nous allons maintenant évoquer les questions de l'accompagnement, parce que vous savez que c'est quand même l'ADN d'émissions locales. C'est l'accompagnement des jeunes dans leurs projets vers leur accès à l'emploi et à l'autonomie en prenant en compte la globalité de leurs besoins. Donc on va commencer par Sandrine Abou Badrapoli, qui est déléguée générale de l'UNML, pour qu'elle nous dise finalement l'accompagnement des jeunes, est-ce qu'on est dans la permanence. Alors, juste avant que vous démarriez, je ne veux pas vous bloquer. Si jamais on se donne 5 minutes chacun, je pense qu'on sera très bien et qu'on n'aura pris que 5 minutes de retard. Ah, tu veux diffuser maintenant? On peut, donc on va diffuser, oui. Excusez-moi, le témoignage. Je pensais qu'on zappait toutes les vidéos. On va tout à fait. Donc on va passer maintenant des témoignages de jeunes, 3 minutes 40. Ce que nous disait la remarque Madame Lasgar tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a peu de jeunes présents, donc on va les voir en vidéo. Allez-y. Je suis Mylène, je suis chargée d'accueil et d'animation et j'ai été suivie à IDEIS Mission Locale de Montbéliard depuis mes 16 ans. Mon meilleur souvenir du coup, ce sera l'accompagnement et tout ce qu'il apporte autour et le service civique qu'on m'a proposé qui a pu être un tremplin pour moi et du coup j'ai pu rebondir grâce à ça et sortir du domaine dans lequel j'étais de base, du coup le commerce. Si je devais résumer un seul mot pour la mission locale, je dirais soutien. Parce que c'est un soutien et surtout là avec le contexte dernièrement avec le Covid, c'est vrai que socialement on a été un peu voilà. Et du coup, ouais, le mot soutien. Dans 40 ans, je pense que ce sera beaucoup dématérialisé, donc il y aura peut-être des visios, ce sera peut-être beaucoup plus par télé-écran, par choses comme ça. Mais j'espère qu'on sera toujours là, que ce sera toujours là. Bonjour, alors je me présente, Pastel Roger, j'ai 30 ans. Je suis actuellement référente qualité en maroquinerie de luxe pour Delvaux Créateur, donc qui se situe en Belgique. Et donc j'ai commencé mon cursus grâce à la mission locale. Donc mon meilleur souvenir de la mission locale, il s'agit de l'appel que j'ai eu en octobre 2012, il me semble, pour qu'on m'appelle et qu'on me dise on a une formation pour vous, est-ce que vous souhaitez en parler? Donc ça a vraiment été un très bon moment pour moi puisque c'est là que tout a commencé. Pour moi, la mission locale, en un mot, c'est la solution, puisque sans elle, je pense que je n'aurais pas trouvé ma vocation. Donc, un grand merci pour ça. Et donc, le seul mot que je trouverais, ce serait solution. Et puis, comment voyez-vous la mission locale dans 30 ans? Donc, je pense en pleine expansion, puisque les métiers en alternance sont en essor. Donc, je pense que ça va être une base pour beaucoup de jeunes.
Merci. Effectivement, quand on voit les dernières diapos, 40 ans, 40 dispositifs minimum d'accès des jeunes à l'emploi et donc une boîte à outils assez diversifiée. Donc Sandrine, depuis 1982 jusqu'aujourd'hui, l'accompagnement des jeunes, en quoi a-t-il évolué et comment a-t-il évolué ? Alors, en quoi a-t-il évolué ? Déjà, vous saluez tous et vous remerciez de cette invitation parce qu'effectivement, je constate qu'on est sur une région pilote d'émissions locales et donc voilà, ravi vraiment d'être parmi vous. Merci aussi pour le film parce que effectivement, ces témoignages, ça nous rappelle tout le temps et y compris pour des personnes qui sont moins en contact quotidien avec les jeunes, pourquoi on est là et que le résultat est là aussi. Et donc ça, c'est absolument central. Alors, peut-être pour démarrer, c'est effectivement se dire que 40 ans ont passé, mais qu'aujourd'hui, le réseau, il est très fortement reconnu, il est solide, il est très structuré, il est fort. Et donc, on peut effectivement aujourd'hui en prendre la preuve à travers la mise en œuvre du contrat engagement jeune pour lequel l'État nous a fait confiance et sur lequel, effectivement, les résultats aujourd'hui sont relativement au rendez-vous. Alors, depuis en 4 décennies, effectivement, et depuis la publication de l'ordonnance du 26 mars 1982, les missions locales, elles ont à la fois fait preuve de permanence, mais aussi de grandes transformations. Alors, elles sont parties d'une mesure expérimentale, le président l'a dit, et 4 décennies après, elles sont vraiment installées de façon durable dans le paysage. Qu'est-ce qui a été permanent et qu'est-ce qui a pu évoluer ? Peut-être je vais remercier déjà Nicolas Farvac qui a écrit un article que je vous invite à aller consulter sur le site de l'UNML qui justement fait une rétrospective de ces 40 années en essayant d'observer, d'analyser finalement ce qui a changé, ce qui a pu évoluer. Il note notamment que si on regarde la permanence, en fait c'est l'objet institutionnel des missions locales, il est toujours aussi présent et il a très peu évolué finalement puisque en fait ce qui nous caractérise c'est que nous sommes pour la plupart d'entre nous des missions locales associatives présidées par des élus et ça la permanence de cette présence des élus dans les missions locales c'est quelque chose qui est absolument et qui reste absolument central et ancré dans les territoires avec une tension permanente et ça c'est aussi propre aux missions locales depuis 40 ans, entre une base locale qui est absolument centrale et des ambitions nationales. Une base locale qui combine structure indépendante, présidée donc et rattachée à des politiques locales sur un territoire, et en même temps acteur d'un réseau qui participe aux politiques nationales. On parlait du SEJ il y a un instant, ou du SEJ Jeune Rupture également. Les missions locales, elles ont traversé ce temps long avec cette permanence, mais également en évoluant très profondément. Il y a 3 grands axes d'évolution qu'identifie Nicolas Farvac. La première, qui est une évolution qui est assez notable, c'est qu'en s'appuyant sur des initiatives très locales, et tu citais, Serge, il y a un instant, le copage, finalement, les missions locales, elles ont fait progressivement émerger une pratique professionnelle. Une pratique professionnelle avec un référentiel d'action qui est devenu le cadre commun de référence des missions locales en 2018, et qui aujourd'hui est la base de la démarche de labellisation que met en place le réseau et qui doit se déployer en 2023. Ce référentiel, il était notamment fondé sur l'accueil, l'information, l'orientation. Monsieur le conseiller régional, tout à l'heure, en a beaucoup parlé. Et effectivement, on voit bien toute l'importance de la construction de cette pratique professionnelle quand on regarde aujourd'hui que la compétence savoir s'orienter, elle est absolument centrale pour les jeunes quand on sort de l'école pour aller vers l'emploi, ou même entre 2 emplois. Et donc, les missions locales, elles ont beaucoup contribué, effectivement, à construire ces pratiques professionnelles qui, aujourd'hui, se déploient parmi bien d'autres acteurs. C'est aussi l'accompagnement et la notion de référent de parcours, qui sont des éléments absolument clés dans l'intervention des missions locales, et puis l'accompagnement sur mesure, l'accompagnement individualisé. Et ça, c'est également quelque chose d'absolument central, dans la mesure où les profils des jeunes, vous l'avez tous dit, les intervenants précédemment, je pense que vous allez aussi en témoigner, ont beaucoup évolué. Et donc, cette évolution, l'accompagnement sur mesure, il permet de s'adapter à l'ensemble des besoins des jeunes. Deuxième grand facteur de changement, il est plus externe, c'est l'encadrement par les dispositifs et les normes de l'action publique. Les missions locales, elles fondent leur action sur l'insertion sociale et professionnelle. Et en 40 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions pour aller
beaucoup plus vers l'accès à l'emploi. En 2005, les missions locales, elles ont intégré le service public de l'emploi. En 2008, les missions locales signent leur première convention pluriannuelle d'objectifs avec l'État. Donc cette normalisation ou rationalisation, ça a aussi conduit à structurer les choses, c'est-à-dire on séquence le parcours, on prospecte des employeurs, on repère les jeunes, l'Aller Vert également, que tu citais Serge, la garantie jeune, le SEJ sont des bonnes illustrations. J'arrive à la troisième grande évolution, qui va avec aussi, mais c'est la capacité d'innovation des missions locales. Alors elle n'a pas du tout faibli, bien au contraire, depuis 40 ans. Et en fait, elle s'est appuyée aussi sur la logique d'appel à projet pour soutenir finalement ces innovations. Et ça a permis finalement aux missions locales de toujours inventer de nouveaux dispositifs, leurs propres dispositifs, sur la mobilité, sur le logement, sur la santé, sur la citoyenneté, le parrainage. Et donc, mais souvent avec des initiatives de plus court terme, et donc qui ont modifié aussi les organisations des missions locales, notamment les premiers recrutements en contrat à durée déterminée pour des conseillers ou des chargés de projet. Alors, c'est finalement on peut résumer ça en disant qu'il y a une gestion permanente du changement qui caractérise les missions locales. Elles s'adaptent avec agilité et innovation, à la fois pour mieux s'adapter et mieux répondre aux besoins des jeunes et des territoires, mais aussi par nécessité. Les modèles économiques des missions locales ont évolué, ont été fragiles par moments, ils sont sans doute plus stables aujourd'hui, mais Madame la secrétaire générale l'a dit, la part croissante de l'État questionne et re-questionne effectivement le modèle économique des missions locales. Je conclue avec juste 2 citations. L'une d'un conseiller qui dit « On est un réseau de praticiens avec des intuitions justes, on sait rapidement comment appliquer les mesures. Ce qu'il nous manque, et ça c'est un enseignement pour le réseau dans son ensemble, c'est un secteur R&D pour capitaliser tout ça. Et donc ça c'est vraiment des enjeux pour l'avenir. Et puis, 2e citation, c'est le type du rapport du Sénat d'octobre 2021 qui s'intitule « Les missions locales, plus que jamais nécessaires ». Donc voilà, c'est sur ces mots que je conclue pour vous souhaiter un très bon anniversaire et remercier tous les intervenants du réseau des missions locales. Merci Sandrine. En tout cas, c'est vrai, ce qu'on peut remarquer, c'est la plasticité des missions locales, qui ont su s'adapter en permanence à l'évolution des publics et à l'évolution des politiques publiques. Et c'est la tension entre les deux, l'évolution des publics et l'évolution des politiques publiques, qui font l'originalité de l'action de notre réseau. On va passer la parole maintenant à Marina Schmidt, qui est conseillère d'insertion sociale et professionnelle à la mission locale de Belfort, et on va évoquer la mise en œuvre des emplois d'avenir. Alors, juste 3 mots. Les emplois d'avenir, c'est la première fois qu'on confie à notre réseau la responsabilité de prescription en direct d'un dispositif public d'accès des jeunes à l'emploi qui repose sur un triptyque, l'emploi, la formation et l'accompagnement des jeunes dans l'emploi. Au niveau national, c'est 325 000 jeunes qui ont accédé à un emploi d'avenir. Alors, s'il faut se dire quand même, on a mis fin à ces emplois d'avenir de manière brutale. Je le dis comme ça parce que je l'ai vécu quand j'étais délégué général, mais il faut savoir qu'au bout de 6 mois, 6 mois après la fin de l'emploi d'avenir, 51% des jeunes avaient accédé à l'emploi. Au bout de 12 mois, 55% des jeunes avaient accédé à l'emploi. Et au bout de 18 mois, 62% des jeunes avaient accédé à l'emploi. On a mis fin à ce dispositif alors qu'il a largement fait ses preuves. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est près de 18 000 contrats emplois d'avenir qui ont été signés, 49% pour des jeunes gens, 51% pour des jeunes filles, majoritairement pour des jeunes d'un niveau égal ou inférieur au bac, inférieur au bac, pas égal, inférieur au bac, pour les 3/4 d'entre eux. Et un élément de qualité aussi, c'est dans cette région où près d'un tiers des emplois d'avenir ont été signés dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Ce qui, de ce point de vue-là, fait une marque de notre réseau. Donc l'accompagnement des jeunes en emploi d'avenir, Marina Schmidt, que pouvez-vous nous en dire ? Alors, je dirais, par rapport aux emplois d'avenir, c'est un contrat qui a impacté, je dirais, la mission locale, à mon sens, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est quand les emplois d'avenir sont arrivés, c'était un contrat exclusivement dédié aux missions locales. Et donc, en fait, il a fallu réorganiser administrativement la structure parce qu'il y avait un suivi des contrats, notamment l'enregistrement des contrats, mais toute la durée de contrat. Donc, ça signifiait aussi pour la structure modifier son organisation administrative. Et donc, il y a eu des recrutements
au niveau administratif, mais également de conseillers. Ça, c'est le premier impact. Il faut savoir aussi que la dématérialisation des contrats est arrivée peu après, puisque c'est arrivé en 2013. Et c'est vrai qu'administrativement, on a eu également des échanges beaucoup plus conséquents avec l'ASP à ce moment-là, notamment par rapport à toute la vie du contrat. Donc ça, il faut bien le souligner, parce que c'est véritablement un impact important. Ça a changé aussi les relations avec les collègues. Deuxième impact, c'était effectivement sur le métier de conseiller. Au niveau de la mission locale de Belfort, on avait une équipe dédiée qui allait en entreprise, qui gérait un petit peu tout ce qui était relation avec les employeurs. Et là, il a fallu sortir de notre zone de confort parce que tous les conseillers allaient en entreprise, parce qu'ils avaient des jeunes qui étaient embauchés. Bon, c'était en grande majorité dans le secteur non marchand, mais il fallait aller rencontrer les employeurs. Je vous rappelle qu'il y avait 3 bilans à faire par contrat. Donc on voyait souvent l'employeur, on voyait souvent le jeune, sans compter tous les coups de fil qu'on pouvait avoir lorsque le jeune était absent, lorsqu'on avait toutes les difficultés, notamment avec certains jeunes. Donc ça a changé totalement, ça a modifié le métier de conseiller. Et c'est, je crois, à partir de ce moment-là qu'on a pu se créer véritablement une base entreprise. Parce qu'en fait, tous les conseillers allaient en entreprise. Donc, on en profitait, entre guillemets, pour visiter l'entreprise, pour prendre connaissance des besoins de l'employeur, des véritables besoins, pas ceux de la fiche métier, des véritables besoins avec l'environnement, son environnement professionnel, ses difficultés. Donc, en fait, on était au plus proche des attentes de l'employeur. Ça, c'est quand même à noter. Et véritablement, on avait, en allant en entreprise, un suivi du jeune qui était dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, là, actuellement, on parle de savoir-être. Vous l'aviez souligné, ce qui est important maintenant pour l'employeur, avant même le diplôme, et souvent la qualification, ce sont les savoir-être. À ce moment-là, on l'a vu également, et on avait entre 1 et 3 ans pour mesurer l'évolution de ces savoir-être sur le terrain. Et ça, c'était quasiment royal, je dois dire. Donc là, une base entreprise conséquente qu'on s'est constituée de 2012 à 2018 et en tant que conseiller sur laquelle on vit toujours, entre guillemets. C'est-à-dire que là, avec certains employeurs locaux, on s'est fait un réseau quand même assez important. On continue à avoir une relation de confiance et en fait, ces employeurs-là, avec les emplois d'avenir, nous ont vus comme des personnes ressources. Les employeurs nous contactaient, par exemple, pour nous dire voilà, j'ai un emploi d'avenir, il faut qu'on fasse une formation. Est-ce que vous savez quelle formation on peut faire, quel organisme de formation, etc. On était vraiment là reconnus comme ça, comme des personnes ressources. Donc là, je dirais, on était partie, pour moi, on a été identifiés comme partie prenante au niveau du réseau local économique, comme un acteur majeur. Ça, c'était vachement important. En tant que conseiller, je vais vous dire quand même qu'on n'a pas vu arriver les emplois d'avenir sans appréhension. Parce qu'on a eu déjà une certaine pression, il faut dire franchement les choses. C'était un contrat qui était exclusivement dédié aux missions locales et on s'est dit, oh là là, il ne faut pas se rater. D'accord ? Donc là, on avait une certaine pression en se disant qu'il va falloir choper de la rigueur. Parce qu'il y a la signature du contrat, il y a l'envoi à l'ASP, il y a la sortie, il y a l'employeur qui nous appelle pour savoir ce que ceci-là est, comment on fait, etc. Donc là, on s'est dit, oh là là, il va pas falloir se rater. Donc, quelque part, ça a changé aussi nos pratiques et en même temps, on mettait une couche de dématérialisation, de numérique. Donc là, c'était encore un grand changement, mais vous l'avez dit, on s'est quand même adapté. Dernier volet, grand changement dans l'accompagnement du jeune, à mon sens. C'est-à-dire que par rapport aux jeunes, là, du coup, on avait le temps. On avait le temps, puisqu'on avait des contrats d'1 an à 3 ans, et le contrat, l'emploi d'avenir, de mémoire, nous permettait d'avoir des issues de sortie à chaque date anniversaire. Si ça se gâtait vraiment de trop, le jeune avait la possibilité de sortir du contrat, ce qui est appréciable par rapport aux jeunes que l'on a actuellement,
qui ne sont pas forcément, on dira dans la continuité, hein, puisque voilà, ils changent souvent de projet, d'emploi, etc. Donc on avait du temps. Et moi, je pense que c'était une période où on pouvait véritablement travailler sur l'autonomie du jeune. Il y avait un salaire qui revenait régulièrement, il y avait une stabilité de la situation, et donc il était possible ainsi de travailler sur l'accès au logement, l'accès à la mobilité, l'achat du véhicule, et véritablement l'installation, je dirais, dans une vie autonome d'adulte. Pour moi, ça a été ça aussi. Malgré tout, c'est vrai que tout n'était pas rose, c'est-à-dire que ça restait quand même administrativement relativement lourd. Voilà. Merci. Merci en tout cas pour cette présentation des emplois d'avenir. Et on voit que l'évolution des pratiques des missions locales que vous évoquiez dans le cadre de l'accompagnement des jeunes vers et dans l'emploi, hein, qui était la première, avec une organisation derrière à mettre en œuvre. On a vu aussi qu'avec la garantie jeune, dont va nous parler maintenant Nadège Graziani, qui est conseillère à la mission locale de Dijon, et tu as un autre défi qui a été lancé à notre réseau en 2013, un an après la mise en œuvre des emplois d'avenir, qui reposait aussi sur trois choses. Hein, l'accompagnement global, individuel et collectif, avec une démarche collective au départ. La médiation active, mais qui était intéressante, parce que la médiation active, c'est la manière que vous avez expliqué d'aller travailler avec les entreprises pour connaître non pas la fiche de poste, ce que vous indiquez, mais plutôt quel est le projet de l'entreprise et les besoins de compétences qu'elle avait. Et puis enfin, la garantie de ressources qu'il y avait pour ces jeunes les plus démunis, appelés NEET, hein, dans le cadre des politiques européennes. Il faut savoir qu'en France, au moment où je vous parle, il y a eu 652 768 jeunes qui ont bénéficié de la garantie jeune, à laquelle on vient, comme pour les emplois d'avenir, mettre fin brutalement. Alors que ce qui avait été intéressant, c'est que la période d'expérimentation qu'on avait eue de 2013 à 2016 a permis vraiment d'asseoir les bases d'une démarche d'accompagnement global des jeunes vers l'emploi et vers l'autonomie. En Bourgogne-Franche-Comté, rapidement, 21 364 jeunes, 48% environ de jeunes hommes, 75% d'un niveau égal ou inférieur au niveau 5, et donc la cible a bien été atteinte, et 58% de sorties positives au terme de l'accompagnement d'un an. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la garantie jeune, c'est la forme la plus intense de l'accompagnement des jeunes vers l'accès à l'emploi et l'autonomie, qui fait partie du droit à l'accompagnement. Donc vous allez nous dire, Nadège, comment les choses se sont mises en œuvre et qu'est-ce qui a changé à la mission locale de Dijon. Bonjour à tous. Alors, moi j'ai hésité en fait lorsque ça s'est mis en place, la garantie jeune. J'ai hésité à y aller, sûrement parce que je sentais que ça allait être un virage en tout cas. On avait démarré à la mission locale de Dijon des ateliers collectifs. Donc voilà, je m'étais mis dans les groupes de travail, voilà, et finalement je me suis rendu compte que j'aimais l'animation collective. Mais ça a été un virage professionnel, vraiment, puisqu'on est parti vraiment dans un mode projet, dans une autre façon de travailler avec les jeunes. Donc du coup, voilà, c'était l'aventure Garantie Jeune qui a démarré. Et un autre rapport avec les jeunes, justement, en pouvant s'appuyer sur cette dynamique de groupe. Voilà, on a vraiment, je pense, mis tout son sens à cette logique d'animation collective qui permet de travailler sur les représentations, qui permet, grâce aux échanges, de faire évoluer un comportement. Donc vraiment, et une remobilisation, et surtout permettre aux jeunes, grâce au collectif, de sortir de l'isolement. Donc ça a pris tout son sens dans notre pratique professionnelle. Mais ça n'a pas été simple, parce que ça a été une nouvelle organisation. Ça veut dire qu'il y avait une logique de cohorte, ça on ne connaissait pas, des cohortes qui rentraient toutes les 4 semaines, une logique de planning, d'atelier. Alors on avait démarré, mais on n'était pas encore complètement à l'aise avec tout ça. Alors c'est vrai qu'avec la garantie jeune, il y a eu un kit qui nous a été remis. Ce kit, c'est un peu les prémices de tout ce qu'on entend depuis le début de cette matinée, c'est-à-dire des expériences positives, des compétences
transférables. Donc bien sûr, dans une logique plutôt de pédagogie active, expérientielle. On avait la chance pour une partie de l'équipe d'être formée à l'ADVP, donc qui part justement d'une mise en situation que vit un jeune lors d'un atelier pour en tirer en fait une expérience. Qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on a vécu? Donc on est parti là-dedans, mais il a fallu vraiment changer complètement de façon de travailler, de s'organiser. On est vraiment parti sur une logique de travail d'équipe plus, une capacité, on l'a dit, le mot innovation, mais plus, vraiment une autre logique. Et alors des ateliers, oui, mais alors 4 semaines, ça se fait pas comme ça. Et qu'est-ce qui a du sens? Parce que l'idée, c'est toujours de répondre aux besoins des jeunes. Qu'est-ce qui a du sens? Alors, on avait notre kit, mais on a aussi évolué, on s'est toujours réadapté, on a expérimenté, on a ajusté. Et du coup, les partenariats, oui, c'est important, puisque voilà, on travaille avec un partenaire au niveau du sport. Le sport, on sait que c'est un levier pour les jeunes. La question de la confiance en soi, la question de la redynamisation, un travail plus avec les entreprises. Effectivement, je rejoins ma collègue, puisque dans la garantie jeune, les conventions de stage ont explosé. On sait que la convention de stage, c'est un moyen de valider un projet, mais pas que. C'est un moyen de se créer un réseau, c'est un moyen de gagner en compétences. Et on sait que 70% des contrats ont été signés suite à des conventions de stage. Donc la relation partenariat avec les entreprises était là. C'était aussi faire venir des entreprises dans nos locaux, faire des simulations d'entretien. Et l'innovation en mission locale, je crois que c'est ce qui m'a plu. C'est cette capacité à innover, puisque on s'est tout de suite mis dans des expérimentations donc avec l'État, dans tout ce qui est les startups d'État, que ce soit l'outil Diagorian. Donc là, on était sur une logique plutôt de serious game, sur des quiz. Donc qu'est-ce qu'on peut, à jeune, et il a vécu d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut tirer de mes expériences extra-professionnelles? J'ai des compétences. Et le mot d'ordre, toujours, c'est de valoriser le jeune, qui ont été abîmés par des parcours. Donc ça, c'est vraiment important. On a travaillé aussi avec Eva, qui est un outil qui était aussi une start-up d'État, qui a permis, via un serious game aussi, de permettre à des jeunes, de détecter des jeunes en situation d'illettrisme. Donc l'innovation s'est adaptée. Il y a eu le Covid aussi. Le Covid, on a tous été formés à l'animation collective. On n'allait pas laisser les jeunes isolés. Donc ça a été quoi? Ça a été comment on anime un atelier à distance. Donc on a réadapté nos outils. Et en face, on avait des jeunes qui n'avaient pas forcément, eux, les outils. C'était faire un état des lieux, un brainstorming. Mais alors du coup, vous avez quoi chez vous? Et quand on est chez soi, on peut avoir aussi des parents qui passent, des frères, des sœurs qui passent. Donc ça a été expliqué comment on faisait une visio sur Teams, c'est tout ça. Donc effectivement, il y avait toujours à cœur de ne jamais laisser le jeune seul. Donc ça, cette partie atelier collectif, cette partie innovation, elle est vraiment présente. On continue aujourd'hui sur le contrat engagement jeune. Je pense que nos pratiques professionnelles, elles ont évolué. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique où on utilise aussi, mais pas que, l'escape game. Donc voilà, on parle là-dessus. Donc nos pratiques professionnelles, elles ont évolué. Et sur la garantie jeune, ça a été une autre organisation. Ça a été vraiment un travail d'équipe. Ça a été ajusté perpétuellement. C'était aussi communiquer avec nos collègues, puisqu'on devenait un petit peu à part, parce qu'ils devenaient nos prescripteurs. Donc c'était vraiment une autre façon de travailler, d'appréhender. Et au niveau des jeunes, on travaillait en binôme. Donc c'était une disponibilité plus importante pour les jeunes, une répartition des tâches administratives réelles qui sont lourdes. Donc on était vraiment dans une attitude de disponibilité vis-à-vis des jeunes, de pouvoir échanger avec un collègue dans la suivi des parcours pour vraiment accompagner au mieux le jeune. Donc on a évolué. Oui, un dernier mot. Et moi je dirais qu'avec la possibilité de transformer le mot échec en réussite et grâce à cet accompagnement intensif de travailler la confiance en soi chez les jeunes, beaucoup de choses sont possibles. Voilà. D'accord. Merci Nadège. Dans ce réseau, ça fait 40 ans que je fais partie du réseau des missions locales. On a toujours eu des professionnels qui parlent avec passion de leur métier et ça, c'est vraiment intéressant. Bravo. Jean-Paul Drapier, président de la mission locale du Charolais, dont j'ai connu les prémices avec Daniel Lorec et Roger Luquet, maire de Bourbon-Lancy. Tu connais bien l'histoire. Alors moi, je suis bien content en tant qu'élu de pouvoir participer à cette table ronde et à ces 40 ans, parce que j'ai envie de parler de deux aspects du regard de l'élu que je suis. Le premier aspect, c'est l'hommage aux anciens, ça a été fait à l'histoire. Il faut le faire.
Il faut le faire. Moi, personnellement, j'ai rencontré Bernard Loiseau quand je suis devenu président de la mission locale. J'en garde un souvenir totalement merveilleux parce que c'était des élus totalement dévoués à cette cause-là et pas des élus carriéristes qui pensaient à ce qu'ils allaient devenir. Non, des gens qui avaient vraiment pensé en amont les choses et qui accompagnaient tous les acteurs, les prémices, les pionniers des missions locales. Donc des gens totalement merveilleux. Et alors j'ai eu la chance, grâce à Michel, de rencontrer Bertrand Schwartz, puisque tu étais absent. Je me souviens, il venait nous voir à l'émission locale, tu étais absent, tu m'as demandé de le remplacer, donc je suis allé assez tranquille. C'est un des souvenirs les plus merveilleux que j'ai de ma vie de président de mission locale. Donc voilà, il faut rendre hommage à ces acteurs-là, et je vais insister là-dessus. Ça a déjà été dit, mais je vais le redire quand même, parce que c'est une sacrée invention que la mission locale, et à mon avis, elle pourrait être inspirante sur les acteurs politiques d'aujourd'hui. Elle devrait être inspirante. Inventer un truc, une sorte d'objet non identifié, il y a 40 ans, qui est l'invention de la valeur du local par rapport à la décision et au financement qui est national. Et je m'amuse à penser qu'aujourd'hui, ma directrice, que vous connaissez, Barbara Sommet, qui est directrice de la mission locale du Charolais, elle devait venir avec moi. Normalement, un directeur et un président ou une directrice, ça fait une doublette incontournable. Et elle n'est pas venue parce que le sous-préfet, très bon sous-préfet, organise, dans le cadre du service public de l'emploi, des ateliers pour mettre ensemble les partenaires. Et elle doit y être. Elle doit y être parce que la mission locale, c'est un acteur essentiel de l'ensemble des acteurs de l'insertion. Donc elle est en ce moment sous la directive de l'État et l'injonction de l'État qui dit mission locale, il faut être présent. Et moi, je m'amuse à être là en tant que président de la mission locale, c'est représentant des territoires. Et c'est ça l'invention qui est géniale. C'est la transversalité à la croisée des chemins. L'État finance, on l'a bien compris, 70%. On a compris aussi, je pointe du doigt la représentante de la préfecture de région, de l'ASGAR, parce que ça m'amuse. Donc, il y a quand même des exigences, on l'a bien compris. On parle de Pôle emploi, il y a un peu des effets de concurrence. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, ce sont les territoires à qui on a fait confiance. Et je trouve ça génial. La confiance, excusez-moi de vous le dire, mais avec un peu d'intériorité, c'est ce qui manque aujourd'hui dans les acteurs locaux. Il y a un vrai problème de verticalité qu'on n'arrive pas à pratiquer autrement que des directives, des injonctions, des surveillances, des exigences, de l'administratif, du papier, etc. Il faut rendre compte, et je le dis sans animosité, parce que les acteurs de l'État que nous côtoyons sur nos territoires sont des gens épatants, qui nous accompagnent. Donc je n'ai pas de reproche à leur faire. Mais par contre, cette invention des missions locales à la croisée des chemins, les décideurs, ce sont les acteurs locaux, ceux qui connaissent le terrain. Ils le font en transversalité avec l'ensemble des partenaires et ça se passe super bien. Enfin, nous, sur le territoire rural du Charolais, avec Pôle emploi, par exemple, mais ça se passe main dans la main. Il n'y a pas une once de concurrence parce qu'on est obligé de travailler ensemble. On est forcément complémentaires. Ils ont une compétence que souvent nous n'avons pas. Par contre, on est aussi bon sur les réseaux d'entreprise maintenant, et certains l'ont dit, parce que justement, on a progressé et eux ont compris que quelque part, il fallait aussi ne pas travailler que sur l'emploi et qu'en face des demandeurs d'emploi, il y a des vrais gens. Il y a des gens qui ont d'autres besoins, d'autres soucis. Donc, travailler main dans la main, c'est une évidence. Donc, ça se passe, franchement, ça peut se passer en tout cas très bien. Peut-être pas partout, soit, mais ça peut vraiment se passer très bien. Et cette invention est totalement extraordinaire et devrait inspirer beaucoup d'autres structures dans notre pays pour associer le local dans les décisions, faire confiance au local, et bien sûr avec un financement national et une politique nationale qui est normale, inspirée au niveau national, parce que c'est bien quand même la volonté de l'État de faire une politique jeunesse, mais que ceux qui décident et qui mettent en œuvre soient des locaux. Et je le dis avec force parce que franchement, vraiment, il faut rendre hommage à ces gens qui, à 40 ans, ont inventé ça, parce qu'à 40 ans, c'était encore pire. Le jacobinisme, la verticalité, on ne pensait pas autrement. Donc il y a vraiment ça. Et ce qui est aussi épatant, c'est cette espèce de service public associatif qui a été inventé, qui donne de l'agilité sur les territoires. Et toutes nos missions locales, elles sont allées, quelqu'un a dit tout à l'heure, elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes, effectivement, parce qu'en fonction des territoires, les acteurs territoriaux ont pensé les choses différemment en fonction des besoins du territoire. Et alors, il y a les missions locales qui ont une plateforme mobilité, parce que la mobilité en milieu rural, il n'y a rien. Donc, les missions locales, elles étaient là pour essayer d'inventer avec les acteurs locaux. Il y a le problème de l'illettrisme, il y a le logement maintenant, les plateformes logement qui commencent à se développer. Nous, en Charolais-Brunet, on n'est pas très nombreux. Les élus sont venus nous voir en nous disant, vous savez, la GPEC,
GEPEC, c'est la gestion des emplois et des compétences, pour ceux qui ne connaissent pas tous les sigles nationaux. Mais nous portons la GEPEC. Ça n'a rien à voir avec les 16-25 ans. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, notre présence territoriale et notre agilité, et notre connaissance et notre réseau d'acteurs nous permet de sortir du champ de la compétence régalienne qu'on nous a donnée, sans que personne ne trouve à y redire. Enfin, il faut un peu pousser des portes pour que ce soit possible. Mais en tout cas, c'est possible. Et ça, c'est l'invention des missions locales. Et franchement, voilà, il faut dire chapeau à ce qui s'est passé il y a 40 ans. Et merci. Deuxième chose que je voudrais dire, en tant qu'élu, en une minute, j'ai accompagné, moi, en tant que président, en tant qu'élu, des techniciens, des acteurs professionnels que j'ai vus changer. Et ce que vous avez dit, c'est assez épatant parce que, effectivement, ça a complètement été bouleversé, le métier des missions locales. Et ils y sont arrivés. Elles y sont arrivées, c'est quand même majoritairement des femmes. Là. Ouais. Comment ? 80%. Ouais, c'est comme ça. Mais il y a quand même une mixité. Hein. Et tout le monde y est arrivé, et pourtant c'était compliqué. Effectivement, il a fallu travailler avec les entreprises, c'était très compliqué. Il a fallu faire du collectif. C'était du jamais vu, il a fallu que certains s'y collent. Et aujourd'hui, ça infuse en fait les missions locales, ça inspire les missions locales, et ça explique la grande réussite. Et juste pour conclure, moi je suis prof de mon métier, ça devrait inspirer un peu l'éducation nationale. Voilà. C'était juste ma conclusion.